Alors chaque année, c'est la même question qui revient. Est-ce que Amazon FBA permet toujours de gagner de l'argent? Est-ce que c'est un business model qui est encore viable ou bien est-ce que c'est un business model qui est mort? Donc c'est une question qui est totalement fondée puisque chaque année, Amazon FBA et le private label, eh bien, ça devient des business toujours plus efficients, toujours plus matures, avec en plus de ça, à l'heure actuelle, une conjoncture qui rend pas les choses faciles. Donc le but de cette vidéo, ça va vraiment être de vous donner un avis non biaisé. J'ai beau vendre une formation, le but, ça va pas du tout être de vous dire tout est beau, tout est magnifique, c'est facile, achetez ma formation en description. Non, ça va être de vous donner les côtés négatifs. Donc, on va voir les nouveaux challenges à affronter. On va voir les solutions qu'il y a pour ces challenges quand il y en a. Parce qu'il y a certains challenges, eh bien, malheureusement, il va falloir les subir. Ça fait partie des nouveaux aspects négatifs du business Amazon FBA. Et puis, de l'autre côté, on verra quels sont les catalyseurs positifs qui rendent ce business toujours plus intéressant pour cette année et les années à venir. Comme ça permettra de contrebalancer et de vous permettre d'avoir une vision globale pour prendre une décision si vous vouliez ou pas vous lancer dans ce business model. J'espère sincèrement que la vidéo vous plaira, vous sera utile, et si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas, comme d'habitude, de me laisser des énormes pouces vers le haut, des commentaires et également de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. Alors je vais quand même commencer cette vidéo en rassurant les plus pessimistes en vous disant que Amazon FBA est bien évidemment pas mort, et d'ailleurs si vous voulez vous en rassurer, eh bien allez sur Amazon et regardez s'il y a encore des produits à vendre, et dites-vous que les produits qui sont vendus sur Amazon, dans 50% des cas, enfin plus de 50% des cas, c'est des vendeurs tiers, c'est-à-dire des gens comme vous et moi, et nous ne sommes pas des associations caritatives, nous ne faisons pas ça pour la gloire, nous faisons ça parce que nous gagnons de l'argent. Donc dites-vous que s'il y a des personnes qui continuent à vendre des produits sur Amazon, si vous voyez toujours des produits à vendre sur Amazon, c'est que il y a toujours de l'argent à gagner et donc que le business model n'est pas mort. Donc ça, c'est ma réponse courte aux plus pessimistes et à ceux qui sont impatients et qui ne veulent pas aller jusqu'à la fin de cette vidéo. Après, ça n'empêche, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, que le fait que le business devienne de plus en plus mature et efficient et cumuler ça avec une mauvaise conjoncture, pandémie, etc., ça crée des nouvelles difficultés et des nouveaux challenges. Et c'est ce qu'on va voir justement à partir de maintenant. Donc le premier de ces challenges, et qui est pour moi un des plus gros à l'heure actuelle, c'est le coût du fret. Donc le fait de déplacer vos marchandises d'un point A à un point B, qui a complètement explosé. Et pour illustrer mes propos, eh bien, je vous ai sorti de la data de Freightos. Je vous mettrai d'ailleurs un lien vers cette page, c'est extrêmement intéressant. Donc à gauche, dans la colonne de gauche, vous allez avoir les 12 routes principales qui sont les plus utilisées pour faire transiter de la marchandise. Quand vous cliquez sur une de ces routes, eh bien, vous allez avoir de la data sur l'évolution des prix. Alors dans le cadre de cette vidéo, pour la laisser généraliste, pour pas trop parler d'une route en particulier, puisque ça dépendra de là où vous allez sourcer votre marchandise et de là où vous allez l'envoyer, eh bien, on va rester sur l'index global qui est en fait une moyenne pondérée des 12 routes qui sont juste en dessous, et ça vous permet d'avoir une vision globale de l'évolution des prix. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que début 2020 tout allait à peu près normalement, et c'est vraiment à partir de décembre 2020 que les prix ont commencé à exploser. Donc en février on arrivait à presque un x3 des plus bas en 2020, et là où c'est parti totalement en sucette, eh bien c'est à partir de juillet-août 2021 où là les prix sont passés à peu près à 10 000, 11 000 de moyenne pour un container, quand on était à peine un an avant, enfin un an et demi avant, à 1300 $ du container. Donc vraiment il y a eu une explosion des prix. Après, je suis pas Madame Irma, donc je peux pas vous dire là où ça va. Ce que je peux voir, c'est que sur les routes les plus utilisées, notamment celle qui va de Chine vers la West Coast aux États-Unis, ce qu'on peut voir, c'est que octobre, novembre, tous les vendeurs et toutes les personnes qui souhaitaient importer de la marchandise étaient capables de payer des prix très très hauts parce qu'ils voulaient leur marchandise en stock pour Noël, pour pas louper justement le Q4. Donc les prix se sont littéralement envolés. Là on voit 18 000 sur ce graphique là, et là à l'heure actuelle, au moment où je fais cette vidéo, on est à 13 600, donc ça a quand même bien chuté. On n'est pas aux anciens prix, puisque si vous remontez, alors là il n'y a pas, comme je suis pas en payant, j'ai pas la data qui remonte à 2-3 ans. Il y a 2-3 ans, un container comme ça pour faire Chine jusqu'à Long Beach, Los Angeles, c'était à peu près 2000, 3005 de moyenne, c'était un peu ça le range habituel. Donc là on n'est pas du tout aux anciens prix, et comme je viens de le dire, je suis pas Madame Irma, je peux pas vous dire à combien on va redescendre. Ce que je vois, c'est que ça baisse, et je pense que c'est en train de se fluidifier, donc ça va redescendre. Après, ça serait malhonnête de vous dire que ça va retourner au prix d'il y a 2-3 ans. Je pense que l'inflation a réellement fait des ravages, et que si on arrive à avoir des containers sous un an dans les 5-6 000 $, ça sera pas mal. Mais encore une fois, c'est un pari que je suis en train de faire. Je ne sais pas à quel prix on va retourner, et j'espère me tromper et qu'on va retourner aux anciens prix.
mais je pense pas. Donc voilà le premier challenge, vous l'avez en face des yeux. Après, il y a deux choses que vous pouvez faire et que j'ai mis en place dans mon business. Déjà, la première chose, c'est que là, je suis en train de vous montrer du transport maritime qui est le moins cher. Donc si vous faisiez du transport aérien, alors je faisais à peu près 30-40% de mes marchandises qui transitaient en aérien, eh bien à l'heure actuelle, j'ai absolument 0% qui transite en aérien. Tout passe par la mer, c'est-à-dire que là, les prix, même s'ils peuvent vous paraître chers, ça reste moins cher que de l'aérien quand il n'y avait pas le Covid. La plupart des vendeurs Amazon FBA faisaient de l'aérien, donc en gros, ils vont rester rentables. Simplement, ils vont devoir mettre leurs marchandises dans des bateaux plutôt que dans des avions, et du coup, ça va rallonger le temps entre lequel ça va être produit et lequel ça va être vendu. C'est-à-dire que ça va bloquer des liquidités, parce que forcément, vous avez entre 21 et 40 jours à peu près de mer, ça dépend des lignes qui sont utilisées, etc. Mais en gros, pendant ce temps-là, votre trésorerie est bloquée, alors que quand vous preniez de l'Air Express, vous étiez livré en 4 jours, et quand vous preniez du DDP un peu long, on était autour des 12 jours, donc va falloir accepter cette nouvelle contrainte. Donc première chose à faire, passer au maximum par du maritime ou bien par du ferroviaire également, c'est assez intéressant. Du aérien uniquement si vous avez des énormes marges et que vous n'avez pas trop d'autres choix, c'est-à-dire que parfois vous allez avoir une rupture et il va être préférable d'envoyer du stock très rapidement pour pas perdre de vélocité de vente sur vos listings. Donc ça sera une des raisons où je pourrais encore utiliser de l'aérien, mais sinon vraiment uniquement 100% maritime, voire ferroviaire dans certains cas. La deuxième chose que vous allez pouvoir mettre en place, c'est de changer l'endroit où vous produisez vos produits. Donc si vous étiez en train de produire exclusivement en Asie, eh bien il peut être intéressant, si vous vendez en Europe par exemple, de regarder la Turquie. Mon petit frère a été en Turquie le mois dernier pour visiter des usines, c'est très intéressant. Et après, niveau fret, c'est également très intéressant, ça permet de bien descendre les coûts au niveau du fret. Plus proche encore, si vous vendez en Europe, eh bien vous pouvez regarder l'Italie, l'Espagne, également vous pouvez regarder le Portugal, vous pouvez regarder un petit peu l'Europe de l'Est. Tout le monde pense que sur Alibaba, on peut utiliser Alibaba uniquement pour acheter de la marchandise en Asie. C'est faux, hein. Vous avez en gros dans les options de recherche, vous pouvez cliquer et voir uniquement certains pays. Donc ça peut être une façon de faire vos recherches et de regarder si vous pouvez trouver des usines plus proches de vos clients finaux avec des prix à peu près équivalents, une qualité équivalente et du coup un fret qui sera beaucoup moins cher. Donc ça c'est pour ceux qui vont vendre en Europe et pour ceux qui vendent aux États-Unis, ben regardez toute la zone Amérique latine. Si vous regardez cette vidéo dans plusieurs mois, donc plusieurs mois après sa publication, eh bien surtout allez sur Freightos et checker la data pour savoir à quel prix sont les containers au moment où vous regarderez, au moment où vous voudrez vous lancer. Et si vous regardez ça dans 6 mois, 1 an ou plusieurs années, il est possible que vous ayez une bonne surprise, je l'espère, et que les prix soient revenus à la normale et donc que ce premier problème ne soit plus un problème. Maintenant, on va passer au deuxième problème à affronter, c'est l'inflation. Donc l'inflation sur les matières premières et ça se traduit tout simplement par une augmentation des prix de production de vos produits. Alors là, c'est pas multiplié par 5 ou par 10 comme ça peut être le cas pour les containers. Là, on va être à quelques pourcents en plus par unité. Donc c'est pas un drame en soi, c'est pas ce qui va faire que vous êtes rentable ou pas rentable, mais c'est quelque chose également à prendre en compte. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour ceux qui sont déjà vendeurs, dans la plupart des cas, et ça a été le cas pour mes business, vous allez réussir à conserver les prix tout simplement en passant par de longues négociations, donc en faisant valoir que voilà, vous avez de l'ancienneté avec cette usine, ça serait dommage que vous alliez avec une autre usine. Deuxième technique, c'est tout simplement en faisant des compromis des deux côtés, donc l'usine acceptant de produire toujours au même prix, mais vous engageant à commander un petit peu plus. Donc par exemple, si vous commandiez 1000 pièces, bah, vous allez commander 1100, 1200 pièces, et là ça leur permet de retrouver un petit peu un équilibre, on va dire. Et la troisième chose que vous allez pouvoir faire, c'est de vous engager à faire plusieurs commandes au cours de l'année, et en fait ça va permettre à votre fournisseur, à votre usine, dès le départ, d'avoir un peu plus de visibilité, de savoir qu'est-ce qui va être commandé, et donc d'acheter des matières premières en ce moment, donc de locker les prices et de ne pas être surpris dans plusieurs mois avec une augmentation du prix des matières premières. Donc voilà un petit peu les choses qu'il faut prendre en compte au niveau de l'inflation sur les prix de production. C'est la deuxième problématique qui est également importante. Ensuite, une autre problématique qu'il faut savoir anticiper, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a pas mal de coupures de courant en Chine, et d'ailleurs je pense que c'est un problème qui va se généraliser dans le monde. Il va y avoir beaucoup de problèmes avec l'énergie, et en gros ce que ça fait, c'est que ça ralentit votre production. Alors c'est pas 3 mois de plus, mais voilà, il faut savoir que vous pouvez avoir un peu des délais en production, donc ne soyez pas étonnés, et c'est également une des problématiques dont je voulais vous parler, bien qu'elle est pas si grave que ça peut ralentir de quelques jours vos productions.
mais ça existe. Ensuite, le challenge suivant auquel on a dû faire face depuis le début de la pandémie, c'est au niveau des limitations de stockage d'inventaire dans les entrepôts d'Amazon. C'est un peu le contre-coup, c'est-à-dire que les gens étaient chez eux et consommaient énormément en ligne, donc ce qui a été ultra positif pour nous. On a fait des chiffres d'affaires exceptionnels grâce au Covid. Par contre, de l'autre côté, les vendeurs ont envoyé énormément d'inventaire dans les entrepôts d'Amazon, ce qui a fait qu'ils se sont retrouvés totalement saturés, et du coup Amazon a imposé des limites d'inventaire que vous pouviez stocker dans les entrepôts, et donc la plupart des vendeurs, si ce n'est tous, ont été affectés d'une manière ou d'une autre. Alors c'était plus ou moins grave suivant votre historique de vente, suivant la manière dont vous aviez géré l'inventaire dans le passé, etc. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'au moment où je fais cette vidéo, c'est vraiment en train de se lisser, c'est de moins en moins problématique. On va dire que pour les débutants, ça va vraiment pas être un souci, puisque la plupart du temps, vous allez envoyer moins de 1000 unités lors de votre première commande chez Amazon, donc pour vous, ça sera pas un problème. Là où ça va être un problème, c'est pour les vendeurs qui sont un petit peu plus avancés et qui ont besoin de plus de capacité de stockage. Dans ces cas-là, ça va impliquer de faire appel à un prep center, donc un centre de logistique tierce qui va faire tampon entre votre usine, votre lieu de production et les entrepôts d'Amazon. C'est-à-dire que vous allez envoyer votre stock dans ce prep center et ensuite vous enverrez au compte-gouttes vos produits dans les entrepôts d'Amazon. Ensuite, la problématique suivante, c'est que en tant qu'importateur de produits, vous allez devoir vous assurer que vos produits sont bien conformes et répondent bien à toutes les réglementations des pays dans lesquels vous allez importer vos produits. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que vendeur, il faut toujours être à l'affût, il faut faire une veille continue pour voir concrètement quelles sont les nouvelles réglementations, etc. Donc là, une des dernières en date, alors qui existe déjà depuis 2 ans il me semble, mais qui va vraiment être appliquée en France à partir là de maintenant de janvier, c'est la responsabilité élargie des producteurs, donc ce qu'on appelle filière REP. Donc ça, c'est une des nouvelles réglementations qu'il va falloir appliquer sur vos packaging. Je vous ai mis un chapitre dans la formation pour ceux qui sont membres et qui veulent se mettre en conformité. Donc voilà, c'est rien de très grave, ça coûte pas très cher de se mettre en conformité, mais c'est des choses à faire. Donc voilà pour cette réglementation en particulier. Après, sachez qu'il y a toujours un petit peu des nouvelles réglementations. Ça fait partie du fait de faire du business, d'avoir des produits physiques. C'est même pas lié uniquement à Amazon FBA, c'est lié au fait de faire du business. Et il faut faire une veille. Si vous êtes dans la formation, eh bien, on fait en sorte de toujours vous dire quand il y a des nouveautés, quand il y a des nouvelles choses à faire. Et donc voilà, c'est important que vous alliez sur le Discord de la formation et que vous restiez informés. Ensuite, le sujet qui fâche, le budget de départ qu'il va falloir allouer à votre business. Eh bien, pour à peu près tous les business, que ce soit Amazon FBA ou du dropshipping, e-commerce hors Amazon, etc., ce budget de départ grandit d'année en année. C'est un fait. Alors, je pense que je vais être un petit peu à contre-pied de la plupart des formateurs dans toutes les autres disciplines ou même sur Amazon FBA qui vont toujours essayer de minimiser le budget de départ pour rendre le business accessible au plus grand nombre pour ensuite pouvoir vendre un maximum de formations. Personnellement, c'est pas l'angle que je souhaite prendre parce que je veux avoir dans mes formations uniquement des gens qui sont préparés, qui choisissent de faire ce business model en connaissance de cause et qui vont avoir les moyens de le faire, parce que sinon vous vous retrouvez avec des étudiants dans vos formations qui font rien et donc vous n'avez pas de résultat et ça sert à rien de faire une formation si c'est pour pas avoir de succès auprès de vos élèves. Donc le budget, il augmente d'année en année. Il y a quelques années, j'avais pas de problème à dire à quelqu'un qui pouvait se lancer sans trop de problème avec 1500-2000 euros. C'est ce avec quoi j'ai fait ma première commande il y a 6 ans. Maintenant, à l'heure actuelle, ça devient beaucoup plus compliqué et si vous voulez vraiment être confortable, il va falloir préparer un budget. Donc je pense qu'il est toujours possible de se lancer avec 2500-5000 euros, mais ça va vraiment être le budget minimum. En dessous de ça, ça va être vraiment du bricolage et le but du jeu, c'est de vraiment faire des business qui tiennent dans la durée et pas des petits business bricolage, parce que ça va pas tenir. Et plus le game, donc le business Amazon devient efficient, plus la concurrence devient formée, plus il va être difficile de tenir long terme avec des business bricolage. Donc voilà, si vous voulez faire des vrais business qui tiennent la route, il va falloir un minimum de 2500-5000 euros. Et si vous voulez vraiment être confortable, on va dire qu'il faut plutôt prévoir entre 10 et 20 000 euros. Alors je sais que ça peut paraître un budget important, mais il faut toujours remettre les choses en contexte. Vous êtes en train de lancer une marque, de lancer une boutique sur la marketplace où il y a le plus de trafic au monde. Donc voilà, on n'a rien sans rien et je pense que tous ceux qui ont déjà la mentalité d'entrepreneur, je leur apprends rien en leur disant qu'il faut de l'oseille pour générer de l'oseille. Enfin, c'est la base. Après, le budget ne fait pas tout. Je pense qu'il est mieux d'avoir 2500 à 5000 euros et d'avoir la rage et de vouloir réussir plutôt que d'avoir 30 000 euros sur son compte et de faire ça un petit peu de loin et sans vraiment
vraiment se défoncer. Et dans ces cas-là, vous n'avez pas de résultats et vous avez plus de chances d'avoir des résultats avec un plus petit budget en vous y mettant à fond. Donc le budget ne fera pas tout, mais ça aide concrètement. Le dernier point négatif que je voudrais aborder dans cette vidéo et qui est négatif et positif à la fois, donc qui va me permettre ensuite de passer au côté positif pour pas vous laisser sur un arrière-goût un peu morose de l'opportunité Amazon FBA. Donc ce dernier point négatif qui peut être également positif, c'est l'arrivée des agrégateurs, donc des fonds d'investissement spécialisés dans l'achat de business et de marques Amazon FBA. Donc j'ai fait une vidéo à ce sujet que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas déjà vu. Et en gros, qu'est-ce qui se passe avec ces fonds d'investissement? Eh bien, ils ont levé 13 milliards pour acheter des business, donc ça c'est le côté positif, mais également pour les développer. Et donc c'est quelque chose qu'il faut savoir anticiper, c'est-à-dire que si vous vendez dans une niche où un agrégateur rachète des business, eh bien vous allez vous retrouver à faire la concurrence contre quelqu'un qui a énormément d'argent, et donc vous allez avoir le prix de votre PPC qui va augmenter, vous allez avoir des photos de vos listings concurrents qui vont être bien meilleurs, etc. Après, ils vont pas racheter tous les business du web, donc la probabilité pour que vous vous retrouviez face à face avec un fonds d'investissement, elle est minime, mais elle existe, et du coup je pense que c'était important en toute transparence également de vous parler de ce point là. Après comme je vous l'ai dit, ça va me permettre de passer aux tendances positives, puisque le fait qu'ils aient levé autant d'argent et qu'ils aient autant d'argent à déployer, ça fait que la valuation de nos business, donc quand vous avez réussi à faire une belle marque qui se vend bien sur Amazon, eh bien la valuation elle a quasi triplé. C'est à dire qu'il y a encore 2 ans, un business Amazon FBA ça valait entre 2 et 3 années de profit. Donc si vous faites par exemple 1 million d'euros par an, donc à 20% de marge, votre business est évalué il y a 2 ans entre 400 et 600 000 euros. À l'heure actuelle, il n'y a pas de discussion en dessous de 4 à 5 années de profit, et ça peut monter parfois jusqu'à 6 voire 7 années de profit. Donc là j'ai eu plein d'appels avec des fonds d'investissement, et ce qui en ressort à chaque fois, c'est que les bons business qui sont bien construits avec des beaux visuels, des beaux packaging, des belles histoires, des patents, donc des barrières à l'entrée sur les niches, etc., s'arrache, et les fonds d'investissement sont prêts à payer très fort. Et donc si vous avez ce type de business, il y a 2 ans vous auriez pu le vendre entre 400 et 600 000. À l'heure actuelle, vous pouvez le vendre entre 1 million et 1,4 million. Donc la récompense, on va dire, qui vient contrebalancer tous les aspects négatifs dont je viens de vous parler, c'est que votre ticket de sortie, il est bien plus élevé qu'il n'était dans le passé. Le deuxième point extrêmement positif, c'est que depuis quelques mois, Amazon a entrepris une véritable purge pour assainir Amazon des vendeurs chinois. C'est pas du racisme contre les vendeurs chinois, c'est du racisme contre les pratiques qui étaient faites par ces vendeurs. C'est-à-dire que beaucoup d'entre eux utilisaient la manipulation d'algorithmes, la manipulation de reviews de façon vraiment hardcore, un black hat, et ça perturbait déjà l'expérience utilisateur pour les clients, puisqu'ils savaient plus où se fier et n'avaient plus vraiment confiance dans les reviews. Et puis c'était également un facteur extrêmement négatif pour nous en tant que vendeurs. Donc là c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant ça va être un petit peu plus contrôlé. Alors il y aura toujours des techniques qui existeront, on aura toujours des manières d'un petit peu manipuler et de booster ses ventes, mais on va dire que ça va être sûrement beaucoup plus clean que dans le passé. Donc ça c'est un point qui est pour moi extrêmement positif et qui va rendre l'expérience en tant que vendeur beaucoup plus sereine, et on ne sera pas en fait dans la peur continuelle qu'un concurrent arrive et d'un coup il ait 10 000 reviews pour passer devant votre listing. Ça sera plus possible. Également le fait d'utiliser des techniques black hat pour envoyer des mauvaises reviews sur vos listings, c'est pareil, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus difficile à l'heure actuelle. Donc voilà, tout ce mouvement est globalement très positif. Ensuite le point suivant dont je voudrais vous parler, et c'est quelque chose qui n'est pas officiel on va dire, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est au niveau de l'algorithme, j'ai l'impression qu'il pousse beaucoup plus la nouveauté, les nouveaux produits qu'il ne le faisait dans le passé. C'est-à-dire que dans le passé, on avait tendance à obtenir un certain monopole une fois qu'on avait obtenu une certaine traction de vente sur nos produits, qu'on avait un certain nombre de reviews, eh bien on collait vraiment dans le haut des résultats et on n'en descendait pas trop. Et c'était quelque chose qui était assez négatif pour les utilisateurs finaux, tout simplement parce qu'un bon produit qui sortait à l'heure actuelle, qui était meilleur que tous les produits dans le top des résultats d'Amazon, ne sortait pas dans le top des résultats, et du coup pour le consommateur final il ne trouvait pas le meilleur produit. Donc j'ai l'impression qu'Amazon est en train de changer un petit peu son algorithme. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui vont être nouveaux, qui vont regarder cette vidéo en tant que débutants. Pour des gens comme moi qui sont déjà installés, ou des vendeurs un petit peu plus confirmés qui vont regarder cette vidéo, c'est pas une très bonne nouvelle, dans le sens où il risque d'y avoir un petit peu plus de rotation dans le haut des résultats de recherche sur Amazon, qu'il va falloir peut-être se réinventer, peut-être utiliser d'autres stratégies à la Kellogg's par exemple, donc de sortir plusieurs variations du même produit pour avoir un flux
flux continu de nouveaux produits. Donc va sûrement y avoir des nouvelles techniques et des nouvelles choses à mettre en place pour pallier à ça. Mais pour les débutants qui regarderont cette vidéo, c'est une bonne nouvelle puisque vos produits auront encore plus de chances quand ils seront nouveaux. Il y a déjà ce qu'on appelle la honeymoon, donc la lune de miel, c'est-à-dire le moment où vous lancez votre produit, il y a un boost sur votre ranking que Amazon vous donne. Mais en plus de ça, vous allez être encore un petit peu plus mis en avant. Ensuite, le dernier point que je voudrais aborder dans cette vidéo et qui va être quelque chose de positif pour ceux qui veulent se lancer sur Amazon FBA, c'est le changement d'intérêt qu'ont les gens. Donc ceux qui veulent gagner de l'argent en ligne, dernièrement, sont moins intéressés par Amazon FBA, par le e-commerce de manière générale, par le dropshipping, etc. Et c'est assez normal puisque ce que j'ai pu observer avec presque 4 années de YouTube, il me semble, c'est que le profil moyen de la personne qui s'intéresse à gagner de l'argent en ligne, ce qu'il veut, c'est investir le moins possible, en faire le moins possible, gagner le plus d'argent possible en le moins de temps possible. Et la crypto répond un peu à cette promesse. Alors après, de là à ce que ça se concrétise, c'est autre chose. C'est un peu plus du casino là pour le coup. Et je ne veux pas cracher sur les cryptos puisque je suis moi-même investisseur. Mais ce que je peux vous dire, c'est que en gros, les gens vont forcément être beaucoup plus attirés par la crypto que par le fait de mettre la main à la pâte, de créer une marque, de faire transiter de la marchandise, etc. Enfin, de faire un business tout simplement. C'est deux choses totalement différentes. De toute façon, on ne peut pas comparer investir en crypto et créer un business Amazon FBA. Tout ça pour dire que ce que ça va générer, ce phénomène un petit peu de mode sur les cryptos, c'est que ça va faire beaucoup moins de concurrence. C'est-à-dire que le débit de nouveaux vendeurs qui étaient sur ce marché en gros du make money online va se détourner plutôt vers les cryptos. Alors je pense que ça va être une tendance et qui reviendront vers le e-commerce une fois qu'il va y avoir le bear market qui va rentrer et que toutes les cryptos vont chuter, ce que je ne souhaite pas encore une fois puisque je suis investi en crypto. Je pense que pas mal d'entre eux vont remettre leurs pieds sur terre et vont se dire que pour gagner de l'argent, la meilleure façon, ça reste de faire un business. Voilà, c'était le dernier point positif que je voulais aborder dans cette vidéo. Alors j'imagine que j'ai pas pu couvrir tous les challenges et tous les points positifs qui existent. S'il y en a d'autres que vous voulez mentionner, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous en commentaire. N'oubliez pas non plus les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu et de vous abonner en activant la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Je voudrais quand même terminer cette vidéo par une petite conclusion en vous disant que si vous avez choisi ce business de vendre des produits physiques, de créer votre propre marque, donc si c'est le business model qui vous correspond, qui vous plaît, eh bien je pense sincèrement qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour l'opérer, de vendre votre propre marque, que sur Amazon. Concrètement, c'est pas une opportunité qui est en train de mourir, le fait de vendre sur Amazon. Tous les chiffres vont vous dire le contraire et ils sont accessibles de partout. Vous pouvez voir qu'Amazon grandit constamment, a toujours plus de points de vente à travers le monde, a toujours plus de clients, a toujours plus donc de besoins différents, donc de niches nouvelles. Par contre, il est vrai que c'est plus difficile qu'il y a quelques années et que si vous voulez opérer avec succès à haut niveau, eh bien il va falloir se professionnaliser. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se permettre de sourcer à la va-vite un produit en Chine, de coller un autocollant dessus et dire c'est ma marque et le mettre au milieu d'Amazon et espérer avoir un torrent de vente. Donc ça marchait il y a quelques années. Maintenant c'est beaucoup plus compliqué, il va falloir vraiment faire une étude de marché, bien sélectionner sa niche, bien sourcer son produit, apporter de la valeur sur son produit, apporter des modifications, une meilleure expérience client que ce qui existe déjà sur Amazon et en plus de ça maîtriser des techniques au niveau du lancement de produits. Il n'y a que les gens qui vont appliquer ce que je viens de vous dire qui vont réellement avoir du succès et perdurer. Donc si vous voulez faire partie de ces gens et que vous êtes vraiment intéressé après avoir vu cette vidéo et que vous avez vraiment une image claire du business Amazon FBA et que vous décidez que c'est pour vous, eh bien sachez que j'ai une formation, je vous mettrai le lien juste en dessous en description. Elle s'appelle la Super Seller Academy. Dans cette formation, vous allez retrouver du contenu vidéo où je vais vous montrer pas après pas comment monter votre business Amazon FBA. Et en plus de ça, eh bien vous aurez également un mastermind, donc un groupe d'échange avec des vendeurs Amazon FBA de différents niveaux qui s'entraident au quotidien pour aller encore plus vite et plus loin dans cette aventure Amazon FBA. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, une fois de plus, vous avez toutes les informations juste en dessous en description et on se retrouve soit dans l'espace membre de la formation, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye.